Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un certain regard. Ce certain regard, c'est celui de mon grand-père qui aura bientôt 84 ans et qui, malgré son handicap visuel, donc une DMLA sèche que l'on ne peut pas soigner, continue à écrire aujourd'hui sur son blog des webs du Gévaudan des articles sur des sujets divers. Ces articles, il les fait d'abord pour lui, pour s'obliger à réfléchir sur notre monde de plus en plus complexe, mais il les publie également au cas où ça intéresserait quelques personnes. Apparemment, c'est le cas, puisque aujourd'hui, en 2023, des lecteurs lisent encore des articles écrits il y a près de 20 ans. Alors Pierre, ma première question c'est comment fais-tu aujourd'hui pour écrire alors que tu n'y vois pas? Oui, c'est une question que mes amis me posent souvent et ils s'étonnent de voir sur mon blog des web du Gévaudan des articles. Et je leur réponds la chose suivante, j'écris en parlant, puisqu'aujourd'hui, et ça c'est le bon côté du numérique, hein, il y a des logiciels qui permettent de parler. Ensuite, évidemment, ces articles, ils ne sont pas très au point pour être publiés, et à ce moment-là, je demande soit à mon épouse Josette, et soit le plus souvent à ma fille, ta maman, Octave, de les corriger avant de les mettre en ligne. Euh, voilà pourquoi, effectivement, vous pouvez voir un certain nombre d'articles sur mon blog web du Gévaudan qui datent déjà d'un certain nombre d'années. Et je constate que même encore, il y a des articles qui ont 15 ou 20 ans et qui continuent à être lus par très peu de personnes, je reconnais, mais qui continuent à être lus. Alors Pierre, tu écris aujourd'hui sur des sujets d'actualité, et particulièrement sur des sujets qui nous intéressent, nous les jeunes, comme des sujets sur le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité, les inégalités, mais encore le numérique ou l'Europe. Tu donnes souvent une opinion en toute méconnaissance de cause, comme tu aimes le dire. Alors pourquoi écrire justement sur tous ces sujets? Parce que d'une part, à mon âge, près de 84 ans, je m'intéresse à l'avenir de mes petits-enfants. Et je vois bien que c'est un avenir qui va être compliqué. Toutes les crises se succèdent. On disait souvent un train peut en cacher un autre, et aujourd'hui, c'est une crise peut en cacher une autre. Et aujourd'hui, je résumerai en disant, pour faire très court, il y a la crise du climat, la guerre et l'artificialisation d'une part des sols, mais également de nos têtes, puisque actuellement le numérique, et ça c'est le mauvais côté du numérique, il nous met quelque part sous dépendance avec l'économie de l'attention qui fait qu'on passe l'essentiel de son temps à aller sur ces petites bêtes qu'on appelle des smartphones et puis on oublie de vivre. Hmm. Bon, on sait que tu as écrit beaucoup d'articles. Je ne vais pas forcément te demander de tous les détailler. Mais est-ce que tu pourrais revenir, par exemple, sur celui où tu parles de Bruno Latour? Oui, Bruno Latour, qui est décédé en octobre 2022, est un anthropologue, sociologue, philosophe qui m'a beaucoup marqué et dont le New York Times, à son temps, a titré en page 1 Bruno Latour, le penseur de la planète. C'est quelqu'un qui part du réel. Il a vécu dans des laboratoires, il a vécu parmi des artisans, parmi des agriculteurs, et d'après ce réel, il a constitué un concept, si je puis dire, euh, dans lequel il dit nous sommes tous interdépendants, tout est lié, et on ne s'en sortira pas si on ne trouve pas ensemble une nécessaire solidarité pour résoudre les problèmes qui se posent. Et pour ce faire, pour résumer sa pensée, j'ai imaginé une petite histoire loufoque, hein, que vous jugerez vous-même. Nous sommes ici à Auxiac, dans ma maison. Je suis en 1950. En 1950, je prends une feuille blanche et je note de quoi je dépends et de qui je dépends. Et je dépends de ma maman, qui a des lapins dans la cave qui est en bas là, qui a des poules qui étaient ici, qui a un jardin qui est tout à haut. Hein. Donc pour la nourriture, je dépends de ce que nous faisons là. Pour la maison, elle a fait construire la maison qui est en face par un maçon qui est en face, hein, et le menuisier qui est au moulinet à 1 kilomètre d'ici. Donc mon territoire, ce dont je dépends, et j'ai oublié, quand je suis malade, j'appelle le médecin qui vient sur place, et pour l'école, il est à 300 mètres. Voilà mon territoire. Et j'ai pu remplir ma feuille pour décrire quel était mon terrain de vie, quel était mon territoire. Et là, ça devient un peu loufoque,
mon histoire, je décolle en 1950. Je décolle et je reste dans l'air jusqu'en 2023. Et en 2023, je regarde par le hublot, j'ai un télescope géant. Et qu'est-ce que je vois? Il y a 3 fois plus d'humains sur la planète, 3 fois moins d'espèces, je caricature un petit peu. Hein. Des forêts, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'en 1950. Dans la mer, je vois beaucoup plus de plastique que de poissons. Je me dis, bon sang, mais où vais-je atterrir? Quelle est, je ne reconnais plus ma terre. Et cette terre, je me rends compte qu'elle a été fragilisée. Cette espèce de couche qui est sur notre sphère, là, est de plus en plus fragile. Et Bruno Latour l'appelle Gaïa. Gaïa qui était la déesse, qui était la mère, la terre. Et à ce moment-là, je me dis, où est-ce que je vais atterrir? Et je cherche mon territoire. Je cherche mon territoire et je prends une feuille blanche et j'essaie de faire le même exercice que je faisais en 1950, c'est-à-dire d'écrire de qui je dépends. Et là, je me casse la tête pendant 2 heures, pendant 3 heures, j'y arrive pas. Et là, à ce moment-là, je me dis, je vais voir Baptiste, mon petit-fils, qui est là, Octave, mon petit-fils, qui est là, Théo, mon autre petit-fils, Léontine, ma petite-fille, des amis, des jeunes, essentiellement des jeunes. Et je leur dis, écoutez les gars, je vous propose un boulot, on va se mettre autour d'une même table et on va essayer d'écrire ce dont nous dépendons. Je caricature un peu, parce qu'il faudrait élargir à des gens de cultures différentes, à des gens d'activités très différentes pour essayer de répondre à cette question. Et à partir de ces réponses-là, c'est idéal, mais c'est nécessaire, c'est du moins ce que dit Bruno Latour, que je vais réinventer de nouvelles politiques. Et donc, pour terminer, j'ai écrit un papier que vous trouvez dans le blog de Gévaudan, web de Gévaudan, Bruno Latour, un penseur qui fera date, avec un acronyme, j'aime les acronymes, D comme décollage, décollage vers la modernité, avec tout ce que ça comporte derrière, A, atterrir, quelle est ma montée, T comme territoire, et pour comment dirais-je, réinventer de nouvelles politiques, eux comme ensemble, et là j'ai pris tout simplement la chanson de Grand Corps Malade, seul on va vite, ensemble on va loin. Donc, par rapport à ces défis-là, il faut que vous les jeunes, et moi je compte, c'est les jeunes, je dis toujours, il n'y a que les jeunes qui vont nous sortir de, excusez-moi, vous voyez le mot que je veux dire derrière, et je pense que c'est, et ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est que je réalise qu'il y a une minorité encore de jeunes, une minorité agissante d'une part, et qui se développe, qui est de plus en plus intéressée à ces problèmes d'écologie globale. L'écologie, c'est ça, Bruno Latour, c'est une écologie globale, un petit peu dans la lignée de l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui prend bien en compte toutes ces dépendances sociales, environnementales, etc. etc. Voilà, c'est fait très court, mais Bruno Latour, un passeur qui fera date, c'est sur mon blog web du Gévaudan. Merci Pierre, c'est vrai qu'on pourrait y passer des heures, mais pour prendre justement un peu de hauteur comme tu as pu le faire sur cette question, je voulais aussi revenir sur un autre article plus récent, celui que tu as intitulé Bonne année spirituelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contenu de cet article? Oui, je reconnais que le titre de l'article est un peu provocateur, parce que lorsqu'on pense à spiritualité, on passe tout de suite à religion. Et on a tort, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et cet article, que vous trouvez aussi sur mon blog, je l'ai écrit en 3 parties. D'une part, la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est tout simplement constater que nous sommes faits de chair. Et la chair, il faut la muscler. De la même façon, l'esprit, nous sommes faits aussi de cette matière qu'on appelle l'esprit, et il faut le muscler pour pouvoir le faire travailler. Et le faire travailler, ça veut dire réfléchir et imaginer. Et aujourd'hui, imaginer, j'insiste lourdement sur la fonction imaginer, parce que si on n'imagine pas, là, on est très mal barré, puisque le système actuel, global, d'économie de la planète, nous amène à la catastrophe, et je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Donc ça, c'est la vie de l'esprit, la vie de
L'âme, la vie de l'âme, c'est tout simplement la réponse que chacun apporte à la question pourquoi. Pourquoi je suis sur cette terre? Et là, qu'on ne me dise pas qu'on ne se pose pas la question, c'est pas vrai. Tout le monde se pose la question. On se la pose depuis l'Antiquité. Et on a inventé un tas de réponses, des dieux, tout ce qu'on veut, etc. Donc c'est simplement, et là, les religions, évidemment, y participent, mais il n'y a pas que les religions. C'est une question et chacun apporte une réponse, même s'il n'ose pas exprimer cette question. Et la troisième partie, c'est la poésie au carrefour de ces deux vies. Parce que la poésie, comme tout un chacun, je l'ai apprise à l'école, mais j'avoue que ça me passionnait moyennement. Hein. Mais aujourd'hui, où je suis malvoyant, donc je suis euh, un peu coupé du monde visible, et ça vous le comprenez, puisque heureusement que j'ai ma femme pour me lire les noms des médicaments, je suis incapable de lire les noms de médicaments. Donc, il y a quelques petits handicaps. Hein. Eh bien, aujourd'hui, la poésie m'aide à vivre. Et apprendre un beau poème, c'est du travail, c'est pas de la mémoire, contrairement à ce qu'on dit, c'est du travail, mais moi, ça m'aide à vivre. Or, j'en ai appris quelques-uns. Oui, on sait justement que tu en as une vingtaine en stock de poèmes. On sait que tu es assez fort là-dessus. D'ailleurs, on peut justement retrouver tous ces poèmes sur ta chaîne YouTube en tapant Tous poètes à tout âge. Est-ce que justement tu pourrais nous en réciter un que tu aurais sélectionné aujourd'hui? Tout à fait. Alors je dirais qu'effectivement, ceux qui sont sur ma chaîne YouTube ont été enregistrés soit par mon fils, soit par mes petits-fils, Baptiste et Théo. Et donc, je vais en réciter un, effectivement, mais j'en aurai bien d'autres. Euh, Les amis, trop d'accord. C'est un poème d'Audard de la Motte. C'est un monsieur qui est décédé en 1731, je crois. Et les amis, trop d'accord. Il était quatre amis qu'a sorti la fortune. Gens de goût et d'esprit divers. L'un était pour la blonde et l'autre pour la brune. Un autre aimait la prose et celui-là les vers. L'un prenait-il l'endroit, l'autre prenait l'envers. Comme toujours, quelques disputes assaisonnaient leur entretien. Un jour, on s'échauffa si bien que l'entretien devint presque une lutte. Les poumons l'emportèrent, raison, rien n'y faisait. Messieurs, dit l'un d'eux, quand on s'aime, si l'on avait même goût et mêmes yeux, si nous sentions, si nous pensions de même, nous nous aimons beaucoup, nous aimerions mieux. Chacun, étourdiment, fut d'avis du problème, et l'on se proposa d'aller prier les dieux de faire à nous ce changement extrême. Ils vont au temple d'Apollon, et les dieux, sur le champ, dit-on, des quatre ne fit qu'une tête, c'est-à-dire qu'il leur donna sentiments tous pareils et pareilles pensées, l'un comme l'autre raisonna. Voilà nos disputes passées, se dirent-ils. Oui, mais voilà aussi tout charme évanoui. Plus d'entretien qui les amuse. Quand l'un parle, les autres disent oui. C'est désormais entre eux le seul mot dont on use. La nuit s'en vient, l'amitié s'en va. Pour être trop d'accord, nos gens se désunissent. N'y pouvant plus durer, ils vont enfin chercher des amis qui les contredisent. C'est un grand agrément que la diversité. Nous sommes tous comme nous sommes. Donnez le même esprit aux hommes et vous ôtez tout le sel de la société. La nuit naquit un jour de l'uniformité. Merci pour ce moment de partage, accompagné par le chant des oiseaux en plus. Pierre, j'avais une question justement. Pourquoi avoir choisi ce poème? Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi? Parce qu'il montre que nous sommes tous différents et que la vie c'est la diversité et que, étant tous différents, nous devons vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, ça veut dire qu'il faut savoir nous écouter, il faut savoir dialoguer, il faut savoir échanger des opinions, surtout avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est parce que c'est là qu'on s'enrichit. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on voit la montée justement de repli sur soi, de xénophobie, de racisme, qui vont à l'inverse de ce vers quoi il faut aller, c'est-à-dire une solidarité pour relever ces défis énormes qui sont devant nous et devant vous les jeunes. Et
c'est pour moi le message essentiel, un message d'espoir et un message de vie que j'essaie d'apporter auprès en particulier auprès de vous, mes petits-enfants, et de toute la jeunesse. Mais j'ai confiance à la jeunesse. Et aujourd'hui, le maître mot qu'il nous faut avoir, c'est confiance. Et Dieu sait si c'est difficile, parce que manifestement, aujourd'hui, on est dans une société du PAP, pouvoir, argent, paraître, et que ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, justement, on la trouve davantage dans beaucoup, dans des poèmes, dans de la littérature, des choses qui nous élèvent et qui nous rendent plus spirituels. Et comme disait André Malraux en son temps, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Merci. Merci Pierre pour ce moment de partage, ce message de vie. Il y en aura beaucoup d'autres à suivre dans les prochaines semaines, justement, sur cette chaîne YouTube. Merci à tous. Ciao, Merci. ciao.